Imaginez un soleil éclatant suspendu au-dessus d'une mer de sable. Un désert immense, sans fin, où les dunes se déplacent comme des vagues. Et au milieu de cet océan doré, une route invisible. La route des caravanes, celle des marchands, des érudits, des rois. C'est là, entre le Sahara et le fleuve Niger, qu'est né un empire d'or, de savoir et de foi. Un empire qui, à son apogée, faisait trembler les marchés de l'Égypte, fascinait les sultans du Caire, intriguait les marchands de Venise et inspirait même les cartographes européens. Cet empire, c'était celui du Mali. Et à sa tête, un homme allait devenir une légende, Mansa Musa. Son nom évoque aujourd'hui la richesse absolue, l'opulence mythique, la figure du roi africain que même les empires les plus puissants respectaient. Mais derrière les mythes et les chiffres vertigineux se cache une histoire bien plus complexe, celle d'un souverain visionnaire, d'un bâtisseur de civilisation et d'un homme qui a fait du désert une capitale du monde. Car Mansa Musa, bien plus qu'un roi riche, fut le symbole d'un âge d'or africain, trop souvent effacé des récits de l'histoire. On raconte qu'il vivait dans un palais de briques rouges, au cœur d'une ville florissante appelée Niani, que les murs étaient décorés d'or, que les jardins regorgeaient d'arbres fruitiers et de bassins d'eau fraîche. Mais Mansa Musa n'était pas seulement entouré de luxe, il était entouré d'esprit. Dans ses cours, on débattait de philosophie, de théologie, d'astronomie. Les griots chantaient la mémoire des ancêtres. Les marchands discutaient des prix du sel et des soieries. Et dans les mosquées, les érudits enseignaient le Coran aux fils des nobles comme aux enfants du peuple. L'empire du Mali n'était pas seulement une puissance matérielle, c'était une puissance intellectuelle et morale. Avant lui, les royaumes du Ghana et du Songhai avaient déjà ouvert la voie. Mais c'est Mansa Musa qui allait élever cette tradition au rang d'art politique. Quand il monta sur le trône, vers 1312, le Mali dominait déjà les routes de l'or. Mais sous son règne, cet or allait devenir une arme diplomatique, un instrument d'influence, un pont entre l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. Tout commença par un voyage, un pèlerinage. Mais pas n'importe lequel. Le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, qu'un souverain musulman se devait d'accomplir. En 1324, Mansa Musa décida de partir. Il ne partit pas seul. Il emmena avec lui une caravane de 60 000 hommes, 12 000 esclaves, des centaines de chameaux chargés d'or, de tissus et de vivres. Chaque esclave portait une barre d'or, chaque cavalier portait une tenue brodée. Les récits arabes racontent que le cortège s'étendait sur des kilomètres, un ruban humain traversant le désert. Ce n'était pas un simple pèlerinage, c'était une démonstration de puissance, un message au monde. Le Mali existe, et il est riche, pieux, organisé. Quand il arriva au Caire, la ville fut bouleversée. Jamais on n'avait vu pareille générosité. Mansa Musa distribuait de l'or comme on distribue du pain, aux pauvres, aux marchands, aux fonctionnaires, aux artisans. Il fit construire des mosquées, acheta des maisons, finança des écoles. Mais son geste eut un effet inattendu. Le cours de l'or s'effondra. Pendant des années, l'économie égyptienne fut déstabilisée par l'abondance soudaine du métal. Un homme, à lui seul, avait modifié la valeur d'une monnaie impériale. C'est dire la démesure de sa richesse. Mais derrière ce faste se cachait une stratégie. Mansa Musa savait que l'image de son empire valait autant que son or. En montrant sa puissance, il bâtissait une réputation. Il attirait les érudits, les artistes, les architectes. Et à son retour, il emmena avec lui ce que l'Afrique avait alors de plus précieux, le savoir. De retour à Tombouctou, il fit construire la grande mosquée de Djinguereber, chef-d'œuvre d'architecture en banco, conçu par un architecte andalou du nom d'Abou Ishaq al-Sahili. Mais plus qu'un lieu de prière, cette mosquée était une université. Autour d'elle, des écoles, des bibliothèques, des ateliers d'écriture. Tombouctou devint un centre de connaissances, comparable à Cordoue, à Damas ou à Bagdad. Des milliers de manuscrits y furent copiés, traduits, commentés. Les sciences arabes et africaines y fusionnèrent.
Et pendant des siècles, l'Afrique de l'Ouest allait rayonner par son intelligence, bien plus que par son or. Mansa Musa comprenait quelque chose que bien des rois modernes ont oublié. Le pouvoir économique s'épuise, mais le pouvoir culturel dure. Il savait que l'or pouvait acheter des murs, mais que le savoir seul pouvait bâtir des civilisations. C'est pourquoi il investit autant dans l'éducation que dans la religion, autant dans les routes que dans les mosquées. Sous son règne, les routes du commerce furent sécurisées, les taxes régulées, les juges nommés. Le Mali n'était pas un chaos de tribus, c'était un État moderne avant l'heure, organisé, hiérarchisé, respecté. Et pourtant, l'histoire du Mali n'était pas qu'une histoire d'or et de foi. C'était aussi une histoire de diplomatie, de géopolitique, de pouvoir. Car Mansa Musa régnait dans un monde où chaque empire voulait sa part du désert. Au nord, les royaumes berbères lorgnaient sur les routes caravanières. À l'est, les sultans du Caire cherchaient à contrôler les échanges. Et au sud, les royaumes forestiers grandissaient. Pour survivre, il fallait jouer sur tous les tableaux, être à la fois marchand, croyant, guerrier et stratège. Ce qui distingue Mansa Musa, c'est sa capacité à unir ces dimensions. Il savait que le commerce ne valait rien sans stabilité. Alors il fit du Mali une forteresse diplomatique. Il maria ses filles à des chefs de tribus, acheta la loyauté de ses rivaux, récompensa la fidélité par la prospérité. L'empire ne s'étendait pas seulement par la conquête, mais par l'intégration. On ne soumettait pas les peuples, on les ralliait. Et cette politique subtile fit du Mali un modèle politique que beaucoup imiteront ensuite. Mais le pouvoir, comme l'or, attire la convoitise. Et déjà, les dynasties voisines regardèrent vers l'ouest, espérant un jour reprendre ce qu'elles avaient perdu. L'histoire du Mali, après Mansa Musa, allait connaître ses fissures. Les héritiers du roi n'avaient ni sa vision ni son autorité. Certains dilapidèrent les richesses, d'autres provoquèrent des guerres internes. Et pendant que l'empire s'affaiblissait, le monde changeait. Car au loin, sur les côtes de l'Atlantique, les navires portugais s'avançaient. Ils cherchaient ce que Mansa Musa possédait jadis, l'or. Mais au lieu de traverser le désert, ils contournèrent le continent. Ils prirent la mer, trouvèrent de nouvelles routes, et avec elles, un nouveau pouvoir. Ce fut la fin du commerce transsaharien, le début de la colonisation économique. Ce que Mansa Musa avait bâti dans le sable, l'Europe allait bientôt tenter de reproduire sur les mers. Mais son héritage, lui, ne disparut pas. Son nom resta gravé dans les mémoires. Les griots continuaient à chanter son voyage, sa sagesse, sa générosité. Les manuscrits de Tombouctou continuaient à circuler, transmis de génération en génération. Et même si les empires s'éteignaient, l'idée demeurait. L'Afrique avait été le cœur du monde. Ce message, redécouvert aujourd'hui, résonne comme une revanche symbolique. Car pendant des siècles, les récits européens ont voulu faire croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire, pas de roi, pas de science. Mais Mansa Musa contredit cette fable. Il prouve que le continent avait ses universités quand l'Europe brûlait les siennes, qu'il commerçait quand d'autres se repliaient, qu'il inspirait le respect quand d'autres semèrent la peur. Son empire, bien avant les cartes coloniales, fut un laboratoire d'organisation, de tolérance, de prospérité. Aujourd'hui encore, son nom inspire. Les économistes africains le citent comme exemple de gestion des ressources. Les historiens y voient un modèle d'équilibre entre foi et raison. Et les artistes, les cinéastes, les écrivains s'en emparent pour raconter une autre Afrique. Souveraine, fière, éclairée. Car Mansa Musa n'a pas seulement bâti un empire d'or, il a bâti une idée, celle que la richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on transmet. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, saturé d'inégalités, de dettes, de crises, on se rend compte que le message de Mansa Musa est d'une modernité désarmante. Il nous rappelle que la prospérité sans équité conduit à la ruine, que la richesse sans sens devient un fardeau, et que le pouvoir, s'il n'est pas éclairé, n'est qu'une illusion de force. Ainsi se referme le voyage du roi d'or, mais son ombre continue de traverser les siècles. Dans chaque marché africain où les femmes fixent les prix, dans chaque université où un étudiant lit un manuscrit de Tombouctou,
Dans chaque rêve de renaissance africaine, il y a un peu de Mansa Musa, car il a montré que la grandeur n'a pas besoin d'être conquise, elle peut être construite, et que le véritable empire, celui qui ne meurt jamais, n'est pas fait de pierre ni d'or, mais d'idées.